Avec un prix moyen qui frôle les 700 000 $ pour une maison dans la région de Montréal, est-ce que ce serait pas juste plus sage de louer au lieu d'acheter? Non, mais pour vrai, le paiement mensuel d'une maison de 700 000 $, c'est 3 100 $ par mois et ça, c'est sans compter les taxes municipales et scolaires, l'électricité, les assurances, l'entretien, etc. En plus, à 20 % de mise de fonds, il faudrait sortir 140 000 $ de nos poches. Ouch! Ça tombe bien parce que j'ai justement un exemple pour vous. Il s'agit d'une maison qui est vraiment à vendre pour 695 000 $ ou à louer pour 2600 $ par mois. On va comparer deux scénarios. L'acheteur, celui qui achète la maison, et le locataire, celui qui va louer la maison. On va voir ensemble, chiffre à l'appui, lequel des deux s'en sort le mieux. Donc, c'est une maison à étage jumelé, construite en 2019, avec un prix affiché de 695 000 $. Si vous achetez, je suppose qu'on va mettre une mise de fonds de 20 % pour éviter les frais de la SCHL. Donc, vous mettez 139 000 $ en guise de mise de fonds. Ensuite de ça, il y a la fameuse taxe de bienvenue à 10 939 $. Bienvenue. Et j'estime aussi que les frais de notaire sont environ à 2 000 $. Oui, ici, je préfère être conservateur. Comme c'est une construction récente, j'assume qu'il n'y a pas de réparation majeure à prévoir pour tout de suite. Votre liquidité totale investie est donc de 151 939 $. Nos dépenses mensuelles. Pour le prêt hypothécaire, j'ai utilisé un taux fixe de 4,74 % selon le taux actuel de la Banque nationale et une période d'amortissement de 25 ans. Avec ces chiffres-là, le montant financé est de 556 000 $ et vos paiements hypothécaires seraient de 3 166 $ par mois. L'électricité, selon Hydro-Québec, c'est environ 130 $ par mois. On a un fonds de réparation et d'amélioration future, donc environ 1 % de la valeur de la maison par année, soit 580 $ par mois. Ça peut sembler beaucoup, mais ça représente 173 750 $ en réparation et amélioration sur 25 ans, ce qui est réaliste pour une maison de ce prix-là. Et on a nos taxes municipales et scolaires qui font environ 337 $ par mois. En gros, votre hypothèque et vos dépenses totalisent 4 363 $ pour habiter votre maison. On ajoute aussi une inflation de 3 % par année sur les dépenses, mais bien évidemment pas sur le prêt hypothécaire. La location. Donc, si vous décidez de louer, c'est beaucoup plus simple. On a un loyer à 2 600 $ par mois, on a l'électricité à 130 $ par mois, qui est le même montant que l'acheteur. On a l'assurance locataire qui est environ 115 $ par mois, une estimation. Et ça donne donc un total de 2 845 $ par mois avec une inflation aussi de 3 % par année pour être conservateur. Mais là, on ne s'arrête pas là. Parce que pour rendre la comparaison équitable, on va considérer que le locataire investit le même montant que l'acheteur a investi au départ, soit 151 939 $ dans la bourse, dans le S&P 500, avec un retour annuel moyen estimé à 8 %. Le locataire va aussi investir la différence entre ce que l'acheteur paye mensuellement et ce que lui paie mensuellement. Donc, par exemple, pour la première année, l'acheteur paie 4 363 $ par mois et le locataire 2 845 $. Maintenant, c'est le moment de vérité. Qui s'en sort le mieux? Je vous montre les résultats. On va regarder les résultats sur 1 an, 5 ans, 10 ans, 25 ans, 30 ans et 35 ans. Donc, l'année 1, les gains de l'acheteur sont de moins 12 662 $ et les gains du locataire sont de moins 20 492 $. L'année numéro 5, les gains cumulatifs de l'acheteur sont de moins 50 125 $ et pour le locataire, c'est de moins 86 031 $. L'année numéro 10, les gains cumulatifs de l'acheteur sont de moins 62 279 $ et pour le locataire, c'est moins 119 548 $. Rendu à l'année 25, les gains cumulatifs de l'acheteur sont de 240 059 $ et pour le locataire, c'est 83 856 $. L'année numéro 30, les gains cumulatifs de l'acheteur sont de 481 791 $ et pour le locataire, c'est 998 111 $. Mais attendez, parce que pour l'année numéro 35, les gains cumulatifs de l'acheteur sont de 785 058 $ et pour le locataire, c'est 1 975 750 $. Pourquoi est-ce que c'est le locataire qui l'emporte soudainement à partir de l'année 30? En réfléchissant, on pourrait dire que ce serait le contraire, qu'à partir de l'an 25, c'est l'acheteur qui n'a plus de paiement hypothécaire, et que donc il a fini de payer son hypothèque et c'est lui qui devrait avoir l'avantage parce que ses dépenses mensuelles sont presque réduites de moitié. Et pourtant, les chiffres démontrent bel et bien que c'est le locataire qui l'emporte haut la main. La raison est simple, c'est que son rendement est nettement supérieur à celui de l'acheteur. Les intérêts composés sur la maison sont de 4 %, tandis que pour l'investissement à la bourse, il est de 8 %. Dans les premières années, c'est l'effet de levier qui fait gagner de la valeur plus rapidement à l'acheteur, mais le rendement du locataire est supérieur sur le long terme.
L'écart de rendement s'accumule avec le temps et la réalité, c'est qu'entre la 25e et la 30e année, c'est le rendement de 8 qui prend le dessus. Un autre facteur important, c'est que le locataire réinvestit dans le S&P 500, ce qui amplifie encore plus ses rendements. Si le locataire réinvestissait pas la différence entre ce que lui paie et ce que l'acheteur paye, il se ferait complètement détruire par le rendement de l'acheteur. En investissant la différence, le locataire aura ajouté 246 193 à son investissement initial de 151 939 qui est primordial pour avoir son rendement fulgurant de l'année 30 et 35. À la défense de l'acheteur, on a calculé que l'équité gagnée était en moyenne de 4 tandis que, en réalité, dans les 30 dernières années au Québec, attention, ici dans la vidéo, je mentionne que le gain en équité moyen de 6,8 % dans les 30 dernières années au Québec, en fait, c'est de 6,3 % au Canada. Voilà, petite correction. C'était de 6,8 %. Si on apportait ce changement-là à nos calculs, l'acheteur l'emporterait haut la main. La raison pour laquelle je n'ai pas utilisé le 6,8 % de gain en équité, c'est parce que dans les dernières années, les années COVID, on a vu un gain fulgurant d'équité qui était un peu anormal et qui a fait augmenter la moyenne des dernières années. C'est certain qu'éventuellement, rien n'empêcherait aussi l'acheteur de refinancer la maison pour investir la liquidité dans des projets avec des rendements plus élevés que le gain en équité de sa maison. Par exemple, avec son refinancement, l'acheteur pourrait aussi injecter les sommes dans une entreprise ou dans d'autres immeubles pour pouvoir continuer d'utiliser l'effet de levier, ce que le locataire ne peut pas se permettre de faire parce que lui, il réinvestit tout son argent dans la bourse. Alors, est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter? Donc, si votre priorité, c'est de maximiser vos rendements financiers et que vous avez déjà beaucoup de liquidités à investir aujourd'hui, alors oui, louer et investir la différence est souvent gagnant à long terme. Mais si vous cherchez un toit à vous, un endroit où construire des souvenirs ou juste pour avoir la sainte paix, acheter, ça vaut la peine. Bref, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste celle qui correspond à vos objectifs et votre style de vie.